Je voulais vous remercier de votre présence ce soir. C'est notre première séance, effectivement, après les vacances. Il y en a quelques autres déjà qui sont inscrites dans l'agenda. Et donc, on ouvre ce soir sur les questions de l'énergie, avec quelques jours d'avance sur la région qui lance ses assises de l'énergie le 1er octobre prochain, et avec aussi quelques jours d'avance sur le gouvernement français qui a décidé également de lancer une grande consultation. Et donc on ouvre sur cette question qu'on appelle maintenant communément la transition énergétique. C'est un sujet qui mobilise, qui donne lieu à de nombreuses contributions. Vous en avez vu un certain nombre sur la table à l'entrée. Nous recevons ce soir sur ce thème les représentants de la CFE-CGC qui a publié début 2012 un livre blanc sur les énergies. La CFE-CGC participe d'ailleurs régulièrement aux travaux du Conseil en la personne de Jean-Claude Morel qui est à la tribune aujourd'hui, et nous avons bien entendu répondu à sa proposition de présenter nous avons répondu volontiers favorablement à sa proposition de présentation de ce livre blanc. Avec Jean-Claude, nous recevons donc aussi Marie-Béatrice Bouix qui est présidente régionale de la CFE-CGC, et Alexandre Grillat, qui lui est administrateur salarié au conseil d'administration d'EDF, parrainé par la CFE-CGC. Voilà. Nous allons ce soir entendre un point de vue sur la question des énergies. Nous serons bien entendu conduits à en entendre d'autres. J'invite d'ailleurs chacun parmi vous à continuer de produire des contributions sur cette thématique qui, encore une fois, va être beaucoup dans l'actualité à court terme. Nous publions, vous le savez, vos contributions et les diffusons largement. Ce débat sur l'énergie ou sur la transition énergétique, comme on dit maintenant, est particulièrement important puisqu'il va déboucher à l'échelon national sur des choix difficiles, complexes, qui engageront l'avenir. Dans ce débat, il ne s'agit d'ailleurs pas seulement d'énergie, mais aussi d'économie, de mode de vie, de comportement. Ce ne sont pas seulement des choix techniques qui seront faits, mais des choix de société. Ça mérite qu'on s'y arrête un peu, qu'on y réfléchisse, d'autant plus que ce débat sur l'énergie n'est pas toujours serein. Pour notre séance de ce soir, et comme d'habitude, je souhaite que nous respections l'éthique de nos débats, fondée sur l'écoute réciproque, l'échange, le questionnement. Il ne s'agit pas de polémiquer ou de prendre des positions pro ou anti, mais d'abord de s'informer et d'élever notre niveau d'information. C'est ce qui nous permet de débattre dans un climat serein et qui nous permet d'avancer. Voilà, je vous remercie tous de participer à cet échange, et particulièrement votre nom. Je remercie Alexandre Grillat, Madame Bouix et Jean-Claude Morel d'intervenir ce soir. Je leur passe immédiatement la parole. Jean-Claude, tu as un micro, si c'est toi qui... on est là, j'ai oublié de le préciser quand même, dans le cadre d'une délégation au sein de nos travaux, qui est la délégation développement durable, co-animée par Pierre Biche et Richard Marty. Je ne sais pas si avant l'ouverture de la séance, ils veulent dire un petit mot. Je sais qu'après, ils n'auront pas de scrupule à prendre le micro. Donc, à toi, Jean-Claude, alors. Donc je ne m'appelle pas Jean-Claude, mais Marie-Béatrice. Non. Bonsoir à tous. Donc j'ai l'immense privilège de faire le mot d'accueil de ce soir. Donc nous vous avons convié à la présentation du livre blanc des énergies écrit par la CFE-CGC Énergie en collaboration avec le cabinet externe CECAFI. Puis nous vous proposerons de débattre plus largement sur les énergies pour demain. Et donc, comme le veut la politesse, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc me présenter et puis surtout présenter succinctement la CFE-CGC. Donc, créée en 1946 sous le nom de CGC, la CFE-CGC est un syndicat représentant les techniciens supérieurs, agents de maîtrise et les cadres. Bref, pour faire simple, l'encadrement. La CFE-CGC se définit comme un syndicat partenaire social avec surtout 3 valeurs essentielles: libre pensée, respect et équité. Nous voulons être richesse d'analyse et force de proposition plutôt que de protestation. Nous voulons contribuer à la bonne marche de l'entreprise tant que l'intérêt économique et social est respecté pour les salariés et aussi pour les clients des entreprises.
Dans cette confédération CFE-CGC, la branche énergie représente 8%. Et dans les industries électriques et gazières, la CFE-CGC représente 19%. Syndicat donc représentatif, nous sommes la deuxième organisation syndicale des industries électriques et gazières et la première organisation syndicale de l'encadrement. Je suis pour ma part donc la présidente du syndicat CFE-CGC Énergie des Pays de la Loire. Je tenais à souligner que depuis 2010, la CFE-CGC Énergie s'est alliée ou mariée avec un autre syndicat lui aussi reconnu pour son autonomie qui est l'UNSA et qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Tout ça pour vous dire que donc c'est bien le regard et les convictions d'un syndicat sur les enjeux énergétiques qui va vous être présenté ce soir. C'est bien l'avis des hommes et des femmes qui travaillent et défendent leurs entreprises et leurs congénères dans les industries électriques et gazières. À l'époque, fin 2011, le livre blanc a été porté à nombre d'élus et a été porté aussi à l'ensemble des candidats à la présidence. Il nous apparaissait donc très intéressant de croiser encore ce soir les avis à la fois des consommateurs d'énergie, des associations, des citoyens, des entrepreneurs, à la nôtre, à l'aube des débats nationaux sur la transition énergétique. À l'issue de la présentation succincte du livre blanc par Jean-Claude Morel, du Conseil de Nantes Développement. N'hésitez pas à livrer vos questions, vos réflexions et nous débattrons ensemble avec Alexandre Grillat, administrateur salarié au Conseil d'administration d'EDF, parrainé par la CFE-CGC, qui vous donnera les grandes convictions et les grandes orientations de la transition énergétique. Ensuite, riche de nos débats, je vous proposerai de nous réhydrater un peu autour d'un verre de l'amitié. Et puis je conclurai en vous disant que pour moi, toutes les énergies sont bonnes, par définition, le tout étant de les utiliser de manière étudiée, fiable et pour servir l'intérêt collectif. Ainsi, je finirai par citer Albert Einstein qui disait « Le problème aujourd'hui n'est même pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes ». Bonne soirée à tous. Bien, merci Marie. Alors pour commencer, collez bien le micro au menton. Oui. Alors pour commencer, je vous propose de rappeler qui sommes-nous. Effectivement, en complément de ce qu'elle a dit sur notre syndicat, nous sommes des salariés de 142 entreprises aujourd'hui, exerçant nos activités dans la production, transport, distribution d'électricité et de gaz, et représentant environ 140 000 salariés. Et aussi, dans notre fédération, il y a de nombreux retraités. Les retraités des IEG représentent 115 000 personnes à ce jour. Et vous avez une représentation en pourcentage du personnel des principaux groupes EDF, GDF Suez, et puis les autres entreprises telles que les régies, et notre caisse de retraite et les activités sociales. Alors voilà pourquoi. D'abord, un livre blanc. Effectivement, notre organisation, syndicat représentatif auprès des IEG dans le cadre d'un partenariat avec l'UNSA depuis 2010, et son rôle de numéro 1 de l'encadrement sur les 2e et 3e collèges nous ont amené à lancer dès 2011 une large consultation auprès de nos militants et de nos adhérents afin de mener une réflexion approfondie sur les enjeux énergétiques. Aussi, face à une actualité riche sur des sujets de l'énergie, au lieu de réagir et communiquer au coup par coup, nous avons souhaité plutôt rassembler dans un livre blanc les positions et préconisations sur les choix énergétiques ainsi que leurs conséquences pour notre branche professionnelle concernée. Alors, comment est structuré notre livre blanc ? À partir de constats sur la situation actuelle, la CFE-CGC Énergie propose 3 ambitions. La première ambition va porter plutôt sur le système électrique et les infrastructures électriques et gazières. La deuxième sur le mix énergétique. Et la troisième sur les usages de l'énergie. Alors d'abord, quelle est la situation aujourd'hui ? Je vous ai mis un petit graphique pour vous rappeler que, évidemment, d'une organisation complètement intégrée à des groupes, aujourd'hui, nous avons des entreprises. Le système électrique se décompose pour sa part en 4 parties. Il y a
d'un côté des activités en concurrence qui sont des activités de production, où il y a EDF, GDF Suez, d'autres opérateurs comme la SNET, qui est une filiale de l'ancien Charbonnage de France, et qui aujourd'hui constitue aussi, qui est intégré à un autre groupe énergétique. Et de l'autre côté, à l'opposé en aval, on a des activités en concurrence que sont les fournisseurs, comme EDF, Poweo, Direct Energy, GDF Suez, etc. Et entre les deux, nous avons un monde régulé. Tout d'abord, un opérateur de transport d'électricité, réseau de transport d'électricité, et puis un gestionnaire de réseau de distribution qui est ERDF. Alors, son équivalent en gaz existe aussi. Son équivalent en gaz existe aussi. Et on a, pour le gaz, un peu plus d'activité en univers concurrentiel. On a la partie exploitation, exploration, production. Le transport est dans les mains de GRT Gaz, qui lui est dans le domaine régulé. Et la distribution est assurée par GRDF. Et à ce jour, ERDF et GRDF sont regroupés dans un opérateur commun en région, qu'on appelle un service commun, qu'on appelle ERDF-GRDF. Et la distribution est partiellement en univers concurrentiel dans les mains de fournisseurs. Voilà. Alors, quel constat tirons-nous ? Il y a 15 ans, le Parlement européen libéralisait le marché de l'électricité. Actuellement, que peut-on dire de la convergence des prix promise par l'ouverture à la concurrence ? On constate aussi... Alors, si on regarde sur ce graphique, on constate qu'aujourd'hui, un écart très important sur les prix. Vous avez la France qui se situe à gauche, où on a un écart de prix de l'ordre de 30% par rapport à la zone euro, et un écart de toute façon avec bon nombre de pays, principalement l'Allemagne. Aujourd'hui, ça représente 45%. Donc on constate que les prix, la convergence des prix n'est pas au rendez-vous. Les transferts d'énergie aux frontières de chaque pays se trouvent limités par la congestion de réseaux d'interconnexion. Des parcs de production qui sont restés très différents dans chaque pays. Et en France, on vient de le voir dans le graphique, les prix ne reflètent pas vraiment les conditions économiques et n'incitent plus aux investissements de long terme. Alors qu'en est-il de la situation du gaz naturel ? Eh bien, vous voyez dans ce graphique, d'abord, la France a... L'ensemble des pays européens ont un taux de dépendance à l'externe qui est très important. On est aujourd'hui de l'ordre de 62% en 2006. Il est prévu que ça atteigne 80% de dépendance en 2020. Et vous voyez particulièrement pour la France, nos principaux fournisseurs sont l'Algérie pour 16%, la Norvège 31%, les Pays-Bas 18% et la Russie 14%. Alors, donc le marché du gaz naturel est très sensible à l'environnement international, compte tenu de sa dépendance à l'externe. La demande en gaz est en augmentation partout dans le monde. L'environnement international fait que la sécurité d'approvisionnement est devenue une question primordiale pour l'Europe, dont le taux de dépendance est de 62%, je venais de le dire. Mais l'Union européenne a une approche qui est exclusivement fondée sur la concurrence libre et non faussée, et aujourd'hui laisse à chaque pays le soin de négociations unilatérales au lieu d'un front uni face aux fournisseurs. L'Union européenne privilégie une logique financière court-termiste, et ce qui se résume en une politique qui laisse le marché européen du gaz libéralisé face aux pressions de la globalisation. Donc, la CFE-CGC fait le constat suivant aujourd'hui. La politique européenne de libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité n'a pas rempli ses promesses, constitue une aberration économique. C'est une politique qui déséquilibre le marché de l'électricité, une politique qui laisse le marché européen du gaz libéralisé face aux pressions de la globalisation.
Alors qu'en est-il de notre première ambition de regarder le système électrique et les infrastructures électriques et gazières? Alors le premier point qui nous a semblé le plus important et un événement qui est arrivé récemment, c'est-à-dire en fin d'année 2010, c'est la fameuse loi NOM. Il y a eu depuis 12 ans un certain nombre de textes, mais celui-là, qu'en est-il? Alors, j'ai fait un rappel des éléments principaux de la loi NOM, qui consiste à partager 25% de la production d'électricité d'origine nucléaire d'EDF entre les fournisseurs, à prix coûtant, par un dispositif dit AREN, accès régulé électricité nucléaire, aujourd'hui situé autour de 42 € du mégawattheure, qui renforce les pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie, avec un rôle même sur le partage de la rente nucléaire, qui supprime les tarifs réglementés concernant les professionnels, collectivités locales, industrie et commerce à l'horizon 2015, et qui fait supporter les frais de raccordement aux producteurs d'électricité à partir des énergies renouvelables. Bon, autre chose, modifie aussi l'assiette des taxes locales destinées aux collectivités locales et en l'étendant aux entreprises. Alors, qu'avons-nous observé sur cette loi? C'est que c'est une loi qui donne l'illusion d'une concurrence via le prix de l'AREN, qui est un non-sens économique. Nous estimons c'est une loi qui décourage les investissements de production. À quoi bon investir puisqu'on peut accéder à cette source pour pas cher, qui éloigne toute ambition industrielle face aux vrais enjeux de l'énergie en France, qui brade un héritage industriel et un patrimoine national à des fournisseurs privés qui, eux, sont réduits à un rôle d'opérateur financier et qui fait courir un risque de dumping social. On voit bien un peu ce qui se cache derrière. Alors, on voit tout de suite un peu, au travers de ce graphe, un peu les enjeux, parce que les prix, on a face à nous beaucoup d'investissements à mettre sur la table, alors que les prix n'ont fait que baisser. Alors, qu'en est-il des besoins d'infrastructures gazières? Alors, GRT Gaz a établi sur cette carte les besoins de renforcement du gaz, des canalisations gaz, avec évidemment des priorités qui viennent des priorités fixées par l'Union européenne, qui est d'améliorer l'axe nord-sud, notamment la transition avec l'Espagne et surtout avec le nord de l'Europe. Et GRT Gaz a chiffré à jusqu'à 6,5 milliards d'euros pour la période 2010-2019 les besoins d'infrastructures, d'investissement en infrastructures, ce qui est considérable. Alors si on jette un coup d'œil sur la distribution cette fois-ci, vous pouvez observer sur ce graphique en rouge la courbe des investissements qui ont commencé à baisser dans les années 90 et jusqu'à l'année d'ouverture du marché à la concurrence 2004. Et on observe aussi en gris un effet retard sur la qualité ressentie par les clients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, à force de ne plus investir, eh bien, le temps de coupure augmente. Alors, en conséquence des enjeux d'avenir de la distribution d'électricité et de gaz, on voit qu'on va avoir besoin de compteurs communicants en temps réel pour répondre au cadre réglementaire du troisième paquet énergie de l'Europe, qui impose, pour favoriser la concurrence, des économies d'énergie et que 80% des compteurs électriques soient communicants d'ici 2020. Pour rendre aussi possible le pilotage d'installations électriques à distance qui devront permettre de réaliser de nombreuses interventions chez les clients et dans des délais beaucoup plus courts, améliorer la relève des compteurs, les changements de puissance, etc. Mais aussi un enjeu très important qui est de gérer une évolution à venir des flux d'énergie électrique, parce que aujourd'hui on voit bien que l'énergie vient des centrales et va jusqu'aux consommateurs, mais demain avec une production décentralisée, eh bien on aura une énergie qui
circulera un peu dans tous les sens et qui amènera à une gestion beaucoup plus fine, qu'on appelle aussi, c'est un peu l'ensemble de ces projets qu'on appelle entre guillemets smart grid. Un grid, c'est le réseau, et il va falloir avoir des réseaux un peu plus communicants et intelligents. Alors, j'ai mis ici simplement une diapositive, parce que tout le monde a entendu parler du compteur communicant Linky, simplement pour dire, ça n'est pas un compteur, mais c'est un système. C'est un système, alors il y aura évidemment les 35 millions de compteurs, mais n'oublions pas les 450 000 compteurs pour les PME, PMI, et surtout l'installation de 700 000 lignes téléphoniques dans nos postes de distribution publique avec des concentrateurs. Et donc c'est un ensemble, c'est un réseau, et cet ensemble permettra justement d'avoir un peu plus de télémesure sur les réseaux, un peu plus de télécommande dans les postes de distribution publique. Et c'est un système qui, justement, permettra d'accéder et de gérer cette notion de smart grid que nous expérimentons aujourd'hui. C'est quand même un projet qui pèse 4 milliards d'euros au service des clients et qui prépare évidemment l'arrivée de la nécessité de gérer de la production d'énergie renouvelable. Alors, GRDF n'est pas en reste, a lancé aussi son projet de compteur communicant avec d'autres technologies, notamment par radio, mais évidemment les enjeux sont différents, il s'agit de 11 millions de clients, et puis le projet pour l'instant a été lancé en 2011, mais n'est pas aussi abouti que celui de RDF, mais ça arrive. Donc on voit qu'aujourd'hui il est indispensable de replacer la distribution au cœur des enjeux énergétiques, autant pour l'électricité que le gaz, maintenir des opérateurs nationaux qui seuls capables de garantir la péréquation tarifaire à laquelle nous tenons tous, garantir un prix identique sur tout le territoire national, et en maintenant le monopole de distribution pour des questions de sécurité, de qualité de dépannage, et moderniser le réseau pour rendre plus efficace les outils de gestion de la distribution. Mais aussi pour améliorer la qualité d'alimentation en investissant, pour accorder les sources d'énergie renouvelables, pour limiter l'impact des aléas climatiques, notamment des tempêtes qu'on a connues, et pour préparer Smart Grid. En conséquence, nous avons formulé notre première ambition, qui consiste à construire un système équilibré, garant de l'avenir du secteur électrique, et investir dans des infrastructures répondant aux besoins de long terme. Il s'agit de revenir sur la loi NOM, clarifier les missions de service public, développer des infrastructures de transport électrique et gazier cohérentes avec les priorités définies par l'Union européenne, maintenir le monopole de distribution organisé autour d'opérateurs nationaux pour garantir la péréquation tarifaire. Alors voilà pour la première ambition. La deuxième aborde la question du mix énergétique. Alors sur ce graphique, on voit l'évolution des consommations d'énergie primaire en France de 1970 à 2009. Alors évidemment, pour résumer, on voit que le charbon a chuté, le pétrole s'est maintenu. On a une part du gaz qui a doublé par rapport à 1970, et puis une part importante avec l'arrivée d'électricité primaire, mais d'origine nucléaire, avec une part d'énergie renouvelable et des déchets qui est à peu près constante, qui tient beaucoup à l'hydraulique historique. Alors, autre atout des évolutions sensibles donc, de ce bilan énergétique en 40 ans, particulièrement pour une production électrique française décarbonée, avec les deux atouts du parc électrique français sur le nucléaire et l'hydraulique. Il faut rappeler quelques ratios. Lorsqu'on produit 1 kWh électrique en France, on dégage 70 à 80 grammes de CO2, contre 350 grammes en moyenne en Europe, ce qui est un écart sensible. Et pour produire une unité de PIB en France, la France émet 2 fois moins
de CO2 que l'Allemagne. Un cadre au bouquet énergétique des pays de l'Union. Alors le paquet, aujourd'hui, le paquet énergie-climat de l'Union européenne qui a été adopté en 2008 pour lutter contre le réchauffement climatique a fixé la fameuse règle des 3-20 qui consiste à l'horizon 2020 réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, améliorer de 20% son efficacité énergétique, intégrer sa consommation énergétique finale une part au moins égale à 20% d'énergie renouvelable qui a été portée par la France à au moins 23%. Alors actuellement, ces règles qui fixent les nouvelles orientations énergétiques françaises et les objectifs ont été inscrits dans l'article 2 de la loi Grenelle 1. Donc je pense que ce sont des sujets qui vont être à nouveau redébattus. On y reviendra avec Alexandre par la suite. C'est ainsi que la production, le transport, la distribution d'électricité française doit à l'avenir reposer sur un mix énergétique plus divers et gérer des productions décentralisées à partir des énergies renouvelables. Alors pour ce faire, il faut évidemment nous appuyer sur un nucléaire acceptable avec deux conditions. Priorité à la sûreté et puis des coûts maîtrisés. Alors un rappel sur cette sûreté qui est aujourd'hui basée sur les 3 barrières, une autorité de sûreté indépendante, un patrimoine qui reste la propriété de l'État de façon à garantir l'indépendance sur les marchés par rapport aux marchés financiers. Alors sur les coûts, j'ai rappelé un peu les ordres de grandeur. Alors aujourd'hui, le prix de l'Arenh, c'est-à-dire le prix de cession de des 25% à des opérateurs concurrents, la part aujourd'hui du tarif, la part que paye le tarif à la production nucléaire est estimée aujourd'hui à 35 € du mégawattheure. En revanche, la Cour des comptes avait estimé les coûts objectifs à 50 €. De toute façon, nous y reviendrons tout à l'heure dans les débats. Alors, quel équilibre pour les énergies renouvelables? Sur ce graphique que vous retrouvez aussi dans notre livre blanc, on voit un écart assez important en valeur sur le coût de production des énergies renouvelables. La partie la plus importante concerne le photovoltaïque. Et puis, on voit à la droite, il s'agit de l'hydroélectricité qui se retrouve autour de 50 €, mais avec la part investie, mais pour les nouveaux équipements, et ainsi de suite. Pour rappeler quand même, aujourd'hui dans l'Ouest, on a environ 300 sites de production d'énergie renouvelable éolien, avec une petite faute, vous l'aurez corrigé, plus de 300 sites pour l'équivalent d'environ 3000 MW, ce qui représente pratiquement un tiers de la puissance installée pour l'éolien en France. Mais l'éolien terrestre ne produit qu'à peu près pendant 2500 heures par an sur les 8760 heures. Donc on voit bien qu'il faut une énergie alternative pour couvrir les autres besoins. On voit aussi depuis que le photovoltaïque, c'est quand même, il était embryonnaire autour d'une quelques centaines d'installations dans les années 2005-2006. Aujourd'hui, avec un pic, je crois, en 2010 qui a atteint plus de aux environs de 8-9 000. Voilà comment les installations photovoltaïques se sont bien développées avec une répartition de puissance qui représente sur l'ouest à peu près 50 MW. Là aussi, l'énergie, la caractéristique du photovoltaïque, c'est de fonctionner à peine 2000 heures par an sur les 8760 heures. Évidemment, ça fait la transition avec le gaz, une composante essentielle du mix énergétique, parce que on aura évidemment besoin, notamment dans la partie production, génération d'électricité que vous trouvez en bas en bleu, et on voit si les autres postes vont rester constants, au travers des transports qui vont s'amplifier. Les consommations de gaz dans l'industrie ont été stabilisées. Dans le résidentiel,
se réduisent dans le résidentiel et le tertiaire vont se réduire. En revanche, on utilisera un peu plus de gaz pour produire de l'électricité selon les projections d'Eurogaz. Bon, j'ai mis cette carte sur les gaz de schiste qui était dans notre ouvrage. Alors, en résumé, l'ambition numéro 2, c'est de définir une politique qui oriente vers un mix énergétique d'avenir. Alors, il s'agit pour cela de fixer au niveau de l'Union européenne un cadre au bouquet énergétique des pays membres, de s'appuyer sur les deux atouts de la production décarbonée française, le nucléaire et l'hydraulique, de rendre le nucléaire acceptable et d'engager le débat sur son avenir à moyen terme, s'appuyer sur le savoir-faire des opérateurs historiques pour sécuriser les ressources hydrauliques, dont le renouvellement des concessions est actuellement en cours, promouvoir un développement équilibré des énergies renouvelables, avec toutes les difficultés, notamment du financement, des installations de raccordement, et affirmer la place du gaz comme composante indispensable du mix énergétique, en prenant en compte des perspectives sur les réserves mondiales de gaz. Et notre troisième ambition s'intéresse aux usages et aux responsabilités citoyennes. Alors, de quelle façon ? Sur ce graphique, vous pouvez observer depuis 1970 l'évolution des consommations énergétiques finales du secteur résidentiel et tertiaire par énergie utilisée. Alors on voit que en vert, les énergies renouvelables ont été à peu près constantes. L'électricité a beaucoup progressé de 1970 à 2007. Le gaz s'est beaucoup développé dans le résidentiel et tertiaire, alors que le pétrole, au contraire, a été réduit et les combustibles solides, que sont le charbon, la houille et le coke, ont quasiment disparu. Alors, quelques ratios aussi pour montrer que, au fond, depuis 1973, on a quand même un peu progressé dans le bon sens, c'est-à-dire que en moyenne, les consommations spécifiques par mètre carré, à la fois dans le résidentiel comme dans le tertiaire, en moyenne, ça se réduit. Ça s'est réduit de 41%, sans doute pas assez, mais ça s'est réduit particulièrement au moyen de la maîtrise de l'énergie, mais en parallèle, d'autres usages s'étaient développés et on fait progresser à nouveau de l'ordre de 15 kWh supplémentaires par mètre carré en 30 ans. Donc cette courbe montre l'évolution de l'intensité énergétique primaire et finale au travers de ces années-là. Voilà. Donc on voit bien que si la baisse des consommations par mètre carré se poursuit dans le neuf au travers d'évolutions comme BBC pour les logements neufs, c'est-à-dire bâtiments basse consommation, on voit qu'on a encore des questions à se poser sur l'existant, parce qu'il va falloir encore baisser ces consommations dans l'existant, rendre les produits économes en énergie plus accessibles, particulièrement en agissant sur les filières, peut-être lancer des opérations de type éco-prêt à taux zéro, renforcer des filières professionnelles, mais on voit bien que tout le travail, un gros travail reste à faire sur le domaine de l'existant. Maîtriser la demande d'énergie et partager, on voit bien qu'il faut encore plus impliquer les particuliers dans les efforts de maîtrise de la demande, parce que les consommations électriques françaises restent aujourd'hui supérieures à la moyenne européenne. On est de l'ordre de 2500 kWh par habitant et par an en France. Et l'autre repère, par exemple, pour l'Allemagne, on est à 1700 kWh par habitant en Allemagne. Bon, on reviendra un peu sur les commentaires, pourquoi ces situations. Donc il faut à nouveau, pour sensibiliser et impliquer, sensibiliser le public à la maîtrise de l'énergie et évidemment lutter contre la précarité énergétique, parce qu'aujourd'hui 3 800 000 personnes sont concernées, sont en difficulté pour accéder à l'énergie et ont du mal à payer leurs factures, malgré tous les dispositifs qui existent. C'était le rapport du Sénat de 2012. D'autres portent d'autres chiffres, mais c'est autour de ces chiffres-là, c'est peut-être un peu supérieur.
Donc on voit bien le besoin de réformer le dispositif du tarif de première nécessité et agir bien en amont et responsabiliser plutôt que de venir réparer pour payer des factures après les consommations. Voilà. L'autre partie de la consommation, il s'agit des industriels. Sur ce graphique, on voit évoluer depuis 1970 les utilisations d'énergie. Alors, les énergies renouvelables sont en vert en bas. Après, le charbon, on voit bien comment il a chuté. Le pétrole aussi. Le gaz et l'électricité ont légèrement progressé. Et donc, on voit bien que aujourd'hui, notre ambition numéro 3 consiste à relever le défi de la maîtrise de l'énergie et de lutter contre la précarité énergétique. Il s'agit d'impliquer les particuliers dans les efforts de maîtrise de la demande, de lutter contre la précarité énergétique, de développer les économies d'énergie dans le bâtiment et d'impliquer les industriels encore plus dans la maîtrise de leurs demandes, tout en préservant leur compétitivité. En synthèse, donc, la situation actuelle conduit la CFE-CGC Énergie à proposer son ambition numéro 1, construire un système équilibré, garant de l'avenir du secteur électrique et investir dans les infrastructures répondant aux besoins de long terme. L'ambition numéro 2, définir une politique qui oriente vers un mix énergétique d'avenir. Et la numéro 3, relever le défi de la maîtrise de l'énergie et lutter contre la précarité énergétique. En synthèse, un livre blanc pour ouvrir un débat. Il a été largement distribué aux adhérents. Il est à votre disposition, je pourrais vous en passer si vous souhaitez, il est imprimé. Il a été distribué aux dirigeants des entreprises de la branche des IEG, aux institutionnels influents dans le domaine de l'énergie, des ministres, députés, sénateurs, commission de régulation de l'énergie, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et aussi aux médiateurs de l'énergie. Un livre blanc, Marie le disait, pour sensibiliser les politiques. Ce livre a été porté auprès de chacun des candidats à l'élection présidentielle et à leur équipe de campagne. Nous avons par ailleurs interrogé les candidats au travers d'une série de questions portant sur la politique énergétique européenne, sur l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence, sur la politique énergétique française, sur l'avenir et la gouvernance des entreprises du secteur énergétique français, le modèle social auquel nous tenons beaucoup, les défis énergétiques auxquels la France et l'Europe sont aujourd'hui confrontés. Voilà, en vous remerciant pour votre attention. Merci. Alors, je ne sais pas si Alexandre intervient ou... Oui, d'accord. Je vais intervenir. En fait, ce livre blanc a été le produit d'un travail des militants adhérents, comme ça a été dit au préalable, en gros au deuxième semestre 2011. L'objectif, c'était de pouvoir porter la parole des salariés du secteur de l'énergie aux candidats à l'élection présidentielle. Depuis cette rédaction, l'élection présidentielle a eu lieu, avec le résultat que nous connaissons tous, et avec la volonté donc, du nouveau gouvernement d'enclencher une évolution de la politique énergétique française, plus connue sous le vocable de transition énergétique. Donc, le propos que je vais tenir, c'est pas de revenir sur le livre blanc, c'est de dire finalement quelle est la posture que la CFE-CGC aujourd'hui, sur la base de ce livre blanc, va défendre dans le cadre du débat citoyen et politique de la transition énergétique. Et effectivement, comme le disait Philippe en préambule, ça va commencer vendredi matin à 10h30 au Conseil économique et social et environnemental au Palais d'Iéna par le discours du président de la République qui va ouvrir la fameuse conférence environnementale qui doit se conclure par le discours de votre ce n'est plus votre maire, c'est de votre ex-maire, Premier ministre Jean-Marc Ayrault, samedi après-midi. Donc, grosso modo, je vais vous donner un peu les postures de la CFE-CGC, les postures que la CFE-CGC va défendre lors de cette conférence. Alors, en préambule, les salariés du secteur sont convaincus qu'ils peuvent soutenir l'évolution de la politique énergétique, cette transition énergétique, à condition que les logiques économiques, industrielles et sociales ne soient pas éludées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parlons de la logique industrielle.
Nous sommes convaincus que la France a fait des choix énergétiques ces 65 dernières années et qui ont permis à la France de disposer d'un mix de production électrique centré sur le nucléaire, d'abord l'hydraulique, puis nucléaire, et qui permet à la France deux choses aujourd'hui, d'avoir un mix de production électrique qui est faiblement émetteur de CO2 et qui permet finalement aux consommateurs français et aux industries françaises de bénéficier de la compétitivité de l'électricité. Pourquoi ? Alors ça, c'est quelque chose que la Commission européenne a beaucoup de mal à comprendre. Pas plus tard que la semaine dernière, on a été rencontrer le directeur général de l'énergie, Philippe Leuve, à Bruxelles. Début d'entretien, c'est monopole égale non vertueux, qu'il soit public ou privé. On a dû lui expliquer que ça soit Gaz de France ou EDF, c'est des entreprises publiques qui ont été construites avec le service public rivé au gène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est ce que disait Marcel Boiteux lorsqu'il a construit l'édifice tarifaire, c'est que tous les gains de compétitivité, qu'ils soient techniques ou économiques, qui étaient réalisés par EDF ou Gaz de France, étaient reversés aux Français via les tarifs qui étaient calés sur les coûts. Alors que dans beaucoup de pays européens, les monopoles étaient privés, et ces entreprises privées abusaient de leur rente de situation de leur monopole avec des tarifs qui ne reflétaient pas les coûts, mais qui permettaient des marges considérables pour rémunérer leurs actionnaires. Ce qui n'était pas le cas d'EDF et de Gaz de France, qui versaient très peu de dividendes à l'État. Donc il y a eu un choix politique d'avoir un monopole, des monopoles publics, qui finalement étaient relativement vertueux et qui ont permis l'émergence de filières industrielles, nucléaires, hydrauliques, pourvoyeuses d'emplois, et qui ont permis d'avoir une électricité qui était compétitive, et comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, par rapport à la moyenne européenne, on avait parmi les plus faibles coûts de l'électricité. Pourquoi ? Parce que c'était de l'hydraulique et du nucléaire qui aujourd'hui est en grande partie amorti. 2, un parc qui est optimisé à une maille nationale de la taille d'un pays comme la France. Donc il y a des effets d'optimisation parce que le parc est national. Je vais prendre un exemple. Dans l'hydraulique, quand il y a eu très peu d'eau en 2011, donc une faible hydraulicité, EDF, qui disposait d'à peu près 90% des barrages en France, a pu faire une gestion optimisée des stocks d'eau et de ne pas les gaspiller. Ce qui a permis finalement de maintenir un niveau de productible, quand bien même il n'y avait pas beaucoup d'eau dans les barrages. Mais parce qu'il y avait une dimension nationale à l'opérateur. Donc dimension nationale, un parc aujourd'hui hydraulique et nucléaire en grande partie amorti, fait qu'aujourd'hui les Français ont une électricité qui, par rapport à la moyenne européenne, est peu chère. Donc c'est un atout économique, ce mix de production, mais c'est aussi un atout industriel. Alors effectivement, nous sommes des salariés, nous allons prêcher pour notre paroisse. Effectivement, ces filières industrielles ont été pourvoyeuses d'emplois qualifiés, avec de l'ingénierie française, et que donc on souhaite que dans le débat de la transition énergétique, ces aspects industriels et d'emplois qualifiés ne soient pas occultés, soient mis au débat. Donc ça, c'est 2 premiers points. C'est que la France dispose de 2 atouts, que sont le nucléaire et l'hydraulique. Alors, comme le disait Marie en introduction, c'est toutes les énergies sont bonnes. Donc la conviction de la CFE-CGC dans le débat de la transition énergétique, c'est que les ENR, les énergies renouvelables, ont leur place, mais ont une place à la condition qu'elles soient développées selon, elles aussi, des logiques industrielles. Alors, on va prendre l'exemple du photovoltaïque qui a été développé ces dernières années. Il a été développé sous un régime de tarifs de rachat, à guichet ouvert. Et ce qui a amené finalement certains acteurs, je vais prendre un exemple, j'espère que je ne choquerai personne, il y a des agriculteurs qui ont décidé de construire des hangars qui ne servent à rien, mais justement et uniquement pour mettre des panneaux photovoltaïques pour avoir le tarif de rachat sur 20 ans. Et moi je suis alsacien, je discutais avec des agriculteurs alsaciens qui disaient « je fais un placement pour ma retraite ». Parce que j'investis maintenant, dans 10 ans je suis à la retraite, mais j'ai 20 ans où j'aurai un tarif de rachat garanti. C'est pas une logique industrielle, c'est une logique finalement de placement financier, voire même c'est comme la promotion immobilière. Pour nous, le problème n'est pas le photovoltaïque, c'est la manière dont il a été développé selon une logique purement financière de promotion immobilière et pas une logique industrielle. Le résultat en termes de filière industrielle, c'est quoi ces 2 dernières années ? C'est comme la France, comme beaucoup de pays européens, ont développé le photovoltaïque par des tarifs de rachat. Ça aboutit à quoi ? Finalement, les installateurs de panneaux photovoltaïques, pour maximiser le rendement du placement financier, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
mais ils ont mis en concurrence les panneaux photovoltaïques qui étaient d'abord produits par des industries européennes et qui progressivement ont été relayés, voire tués par l'industrie chinoise. Ce qui fait que, par exemple, en 2011, 80% des panneaux photovoltaïques installés en France, payés par les tarifs de rachat que les consommateurs français payent, ce sont des panneaux chinois, importés. Alors je ne vous dis pas le coût de CO2 simplement pour transporter les panneaux entre la Chine et ici. Donc, ce que l'on veut dire, c'est oui au photovoltaïque, oui à l'éolien, oui aux ENR, mais à condition que l'on passe d'une logique de demande à une logique d'offre. C'est-à-dire qu'il faut bâtir des filières industrielles françaises, là où les technologies aujourd'hui ne sont pas, on va dire, dans le pot commun mondial, mais qui va permettre à la France de construire des filières industrielles qui vont être compétitives avec de la haute technologie, et avec des emplois qui sont en France. Pas des emplois d'installateurs qui installent des panneaux photovoltaïques. Ça, ce sont les artisans, ils font l'installation et après, il faut qu'ils trouvent un autre chantier. Alors que nous, ce que l'on défend, c'est d'avoir des emplois industriels où on fait de la recherche sur le photovoltaïque. Alors, c'est plus les couches minces, c'est l'hétérojonction. Ça, c'est ce que Photowatt, qui est une entreprise à Grenoble, est en train de développer avec le CEA. C'est de préparer les technologies ENR de demain qui ne souffrent pas de la compétition mondiale, et notamment chinoise, qui est subventionnée par l'État chinois. Alors, la semaine dernière, vous avez peut-être lu dans la presse que la Commission européenne avait enfin décidé de déclencher une procédure anti-dumping contre la Chine sur le photovoltaïque. Cet été, c'était les Américains qui l'avaient fait pour protéger en fait leurs industriels de photovoltaïque et d'éolien, en mettant des taxes à 30 et 50% sur les matériels ENR qui venaient de Chine. Donc ce que l'on veut dire par là, c'est que nous sommes convaincus que les ENR ont leur place, mais pas des ENR qui sont importés, des ENR qui sont bâtis selon des filières industrielles françaises ou européennes. Un deuxième élément de logique industrielle de la production à partir d'énergies renouvelables. Aujourd'hui, les ENR sont développés, un parc éolien, une ferme solaire à photovoltaïque, une ferme solaire sont développés par, on va dire, soit des financiers, soit de petits acteurs, mais ça ne rentre pas encore aujourd'hui dans le mix de production. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les ENR n'ont pas été développés par les énergéticiens en considérant qu'un parc éolien, ça fait partie du mix de production. Je vais prendre ça pour illustrer. À terme, notre conviction, c'est qu'EDF comme GDF Suez, ils auront un mix de production électrique européen, par exemple, nucléaire, hydraulique, avec des parcs éoliens, des fermes solaires, et que l'ensemble de ces parcs ENR soient développés selon la logique de production d'électricité. Je reprends l'exemple du hangar agricole qui a été installé pour supporter X mètres carrés de panneaux photovoltaïques. C'est un agriculteur qui a fait un placement financier. Il n'a pas fait cet investissement dans une logique de production d'ENR, comme s'il voulait être producteur d'électricité à part entière. Je vais prendre un autre exemple. Notre conviction, c'est que le développement des énergies renouvelables, alors là, pas de forte puissance, mais de faible puissance qui est intégrée au bâti, qui est en toiture, ça doit suivre une logique d'autoconsommation. Et là, on est sur un débat citoyen. C'est-à-dire que si quelqu'un met des panneaux photovoltaïques sur son toit, c'est pas pour revendre 100% de la production à un tarif de rachat sexy, c'est a priori pour qu'il autoconsomme parce qu'il a intérêt à consommer l'électricité qu'il produit chez lui. Non, c'est notre conviction, c'est que le deuxième axe, c'est que les ENR doivent se développer dans le bâti selon une logique d'autoconsommation. Alors, derrière, ça posera la question du prix. Du stockage, alors des avancées technologiques et du prix. Du prix, c'est-à-dire de la comparaison entre le prix de l'électricité sorti du toit et le prix que l'on peut tirer sur le réseau. Je vais être un peu caricatural. Tant que les prix de l'électricité que l'on peut prendre sur le réseau sont bien inférieurs à ce que coûterait ou ce que coûte un kilowattheure sorti de toit, effectivement, l'arbitrage économique fait que le client, il a plutôt intérêt à soutirer sur le réseau. Donc ça pose la question de l'ajustement ou de l'évolution des prix d'électricité pour que
les énergies renouvelables trouvent naturellement leur place économique, que ce soit pour l'autoconsommateur ou dans le mix de production. Donc, développement des ENR selon une logique industrielle pose inévitablement la question du prix de l'électricité. Sur le gaz, notre conviction, c'est que le gaz, lui aussi, a sa place dans le mix énergétique français à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pourquoi ? Je reviens sur les énergies renouvelables. Elles sont, pour la plupart, sauf la géothermie, sauf la biomasse, intermittentes. C'est-à-dire qu'elles dépendent du vent ou du soleil. Alors là, c'est notre conviction aussi d'ingénieur, c'est qu'il ne faut pas oublier de quoi on parle dans les ENR. On parle d'électricité. L'électricité, il y a quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, c'est qu'il faut une tenue en tension et en fréquence. Donc le réseau électrique, pour que vous ayez du courant sur votre interrupteur, il faut que derrière, le réseau y tienne. Or, l'intermittence, ça crée de sérieuses perturbations sur le réseau électrique. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a rien qui est injecté sur le réseau. Quand il y a du vent, ça injecte une très forte puissance. Les réseaux n'ont pas été conçus, dimensionnés, pour avoir des flux électriques qui vont dans tous les sens. Ils ont été construits à l'optimum technico-économique d'un parc de production centralisé vers les consommateurs. Si on injecte sur les réseaux de distribution des quantités très importantes, des puissances très importantes de production qui varient en fonction du soleil ou du vent, les réseaux, aujourd'hui, ils ne peuvent pas digérer. Et ça, il faut que tout le monde en ait conscience. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est l'intermittence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'électricité produite par un parc éolien et une ferme solaire, il faut bien de l'électricité. Et tout le monde dit qu'il faut développer des cycles combinés à gaz pour combler l'intermittence des parcs ENR. Et là, on revient finalement sur les fondamentaux du gaz. Imaginez que vous êtes investisseur, vous avez construit une centrale au gaz. Si votre centrale ne fonctionne que lorsqu'il n'y a pas de vent, parce que l'accès au réseau est privilégié pour les énergies renouvelables, aujourd'hui, vous allez avoir une centrale qui va peut-être tourner 2000, 3000 heures par an. Comment vous arrivez à rentabiliser votre centrale si vous ne la faites pas tourner toute l'année ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces centrales risquent de ne pas se construire parce que personne ne voudra les construire et les financer, puisqu'elles ne trouvent pas leur espace économique s'il y a beaucoup d'ENR. Donc vous voyez, sur le gaz, il y a nécessité d'avoir des cycles combinés à gaz pour combler l'intermittence, donc d'avoir de l'électricité quand les ENR ne tournent pas, mais néanmoins, l'espace économique aujourd'hui n'est pas garanti pour ces cycles combinés à gaz. Donc le développement des ENR est intéressant, mais pose un certain nombre de questions économiques pour assurer finalement l'équilibre du mix de production. Aujourd'hui, les Allemands commencent à se poser la question. On a décidé d'arrêter le nucléaire. On va remplacer par quoi ? Des ENR, dont acte. Donc de très nombreux parcs éoliens offshore en mer du Nord, un photovoltaïque qui se développe fortement dans le sud de l'Allemagne, des parcs éoliens terrestres dans le nord de l'Allemagne, mais onshore. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de vent, que les centrales nucléaires ont été arrêtées, ou auront été arrêtées, il faut des moyens de production, de substitution, lorsqu'il n'y a pas de vent. Mais aujourd'hui, si on a des ENR à environ 30% du mix de production, ce qui est la cible de la transition énergétique à l'allemande, donc Energiewende, il n'y a pas de place pour construire une centrale gaz. Et le deuxième élément, c'est que quand on a une production de très forte puissance en mer du Nord, sur les parcs offshore, mais que l'essentiel de la consommation, parce que l'essentiel des industries allemandes sont dans le sud de l'Allemagne, il faut acheminer l'électricité du nord vers le sud. Et les gestionnaires de réseau allemands sont arrivés à la conclusion qu'il fallait construire 3800 km de lignes à très haute tension pour acheminer cette électricité produite au nord vers le sud. Près de 4000 km. Alors 4000 km, ça fait 20 milliards d'euros à mettre sur la table. Deuxième élément, c'est qu'au-delà des 20 milliards, il n'y a aucun Allemand qui veut voir des lignes très haute tension dans son jardin.
et je ne vous fais pas un dessin sur la ligne THT de Flamanville, c'est oui au développement des ENR, mais il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences d'acceptabilité des ouvrages, et que finalement le problème économique et technique n'est pas aussi simple que l'on peut l'imaginer a priori. Sur le gaz, un autre élément, nous sommes convaincus que le gaz a sa place, mais ça pose la question de la sécurité des approvisionnements gaziers. Aujourd'hui, effectivement, la France est un des rares pays européens à avoir un portefeuille d'approvisionneurs de gaz assez diversifié entre la Norvège, l'Algérie, la Russie et une part de GNL, gaz liquéfié par méthanier. D'autres pays européens n'ont pas cette diversité, ils sont complètement dépendants de la Russie. Les pays d'Europe centrale, bon ça c'est l'héritage de l'URSS, en fait dépendent de la Russie, donc de Gazprom, donc de Poutine, il faut appeler un chat, pour leurs approvisionnements gaziers. Est-ce que vous pensez raisonnable, à long terme, de faire dépendre des approvisionnements gaziers des pays européens, globalement de l'Union européenne, voire demain de la France si on développait fortement le gaz, en accroissant notre dépendance au tsar de Russie? Ça pose déjà une première question de géostratégie et de relations diplomatiques. 2. L'Algérie. Le printemps arabe a sévi en 2011. Quelle est la stabilité géopolitique de ces pays qui sont aujourd'hui des fournisseurs de gaz du sud de l'Europe? Troisième point, le GNL. Donc le gaz liquéfié, transporté par méthanier. Alors il est produit en Amérique latine, au Moyen-Orient. Il va demain être produit par les Russes qui vont construire des usines de liquéfaction à Sakhaline. Alors, tant que les pays occidentaux avaient le leadership mondial, les flux de méthanier venaient vers l'Europe et les États-Unis. Il ne vous a pas échappé qu'en 2011, il y a une catastrophe nucléaire au Japon qui a fait que les Japonais ont décidé de fermer tous les réacteurs et il fallait bien produire l'électricité. Donc ils ont augmenté de 50% leurs importations de gaz par méthanier. La Chine, qui est en forte croissance économique, qui est aussi en forte croissance énergétique pour alimenter la croissance économique, et augmente sensiblement ses importations de gaz naturel par terminaux méthaniers. Bon, vous voyez que les flux de méthanier, qui, alors Abu Dhabi, Qatar, où ils étaient finalement, le gaz était liquéfié et embarqué sur les méthaniers, plutôt qu'aller vers l'Europe, progressivement, ces méthaniers sont détournés vers l'Asie, où il y a la croissance, et il y a donc croissance de la demande en gaz. Et croissance qui tire les prix vers le haut. Donc, les équations gazières vues du local comme moyen de, pas de substitution, mais de complément aux ENR, posent la question de la sécurité des appros, du prix de ces appros et des questions géopolitiques qui sont derrière. Et de la compétition entre les pays occidentaux, à faible croissance économique, et les pays dits émergents, qui ne sont plus émergents mais qui émergent de plus en plus, en Asie. Donc, oui au gaz, mais attention à toutes ces équations-là. Ah ouais, voilà. Donc après, on arrive à la question des gaz de schiste. Alors, si on prend sous l'angle la géopolitique du gaz, je vais poser la question de manière assez cash. C'est les pays occidentaux ou européens pourront-ils, dans la durée, face à leurs besoins de gaz et leur dépendance vis-à-vis de la Russie, faire abstraction d'éventuelles ressources de gaz dans les sous-sols européens? Et notre position sur les gaz de schiste, elle se veut non dogmatique dans un sens ou dans l'autre. C'est, il y a peut-être des gaz de schiste. 2, quelles sont les techniques qui seront les moins dommageables pour l'environnement, mais que néanmoins, la question de la géopolitique du gaz, de la sécurité des approvisionnements gaziers, doit faire partie aussi de l'équation. Et que tout soit mis sur la table. Donc on n'est pas pour les gaz de schiste, on n'est pas contre, mais on veut qu'on approfondisse les questions techniques, environnementales et de géopolitique du gaz, pour savoir quelle est la meilleure option pour le pays. Et qu'on ait un débat le plus serein, parce que toutes les cartes ont été mises sur la table. Industrielles et économiques également.
Dernier point en termes industriels, c'est que pendant ces 10 dernières années, EDF, je vais prendre un peu le tropisme électricien, avait réduit sensiblement ses investissements sur son parc de production et sur ses réseaux de distribution de transport. Pourquoi ? Tout simplement parce que les tarifs ne permettaient pas de couvrir ces investissements. Aujourd'hui, on est face à un mur. C'est ce que certains économistes disent l'effet falaise. C'est que devant nous, on a un redressement de la qualité des réseaux de distribution qui nécessite des investissements considérables. Alors, la dynamique a été enclenchée depuis 2-3 ans. Mais néanmoins, il faut poursuivre l'effort. Pour intégrer les énergies renouvelables sur les réseaux de distribution, il faut les rendre, comme le disait Jean-Claude, plus intelligents. Ça nécessite d'y mettre des équipements spécifiques, qui ne sont pas encore tous développés, ce qu'on appelle les smart grids. Alors, depuis la semaine dernière, on n'a plus le droit d'utiliser le mot smart grid, parce que la commission, je ne sais plus, du vocabulaire a dit que smart grid c'est proscrit, on dit réseau électrique intelligent. Donc je n'utiliserai plus le mot smart grid. Mais néanmoins, il y a des investissements importants pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables intermittentes dans les réseaux sans mettre en péril les réseaux. Et puis le parc de production, on a eu quelques problèmes sur le parc hydraulique ces dernières années, donc il a fallu remettre des investissements pour remettre au niveau en termes de sûreté. Sur le parc nucléaire, un grand élément, c'est redresser le coefficient de disponibilité. Ça nécessite des investissements sur le parc. Alexandre, je vais te demander d'aller assez vite pour terminer, puisqu'il faut qu'on ait un petit peu de temps pour échanger. Bon, alors, le deuxième point, c'est le prix. C'est notre conviction, c'est que la priorité, c'est l'efficacité énergétique. Et que donc, il faut que les gens soient incités à isoler leur logement, à consommer moins, ou du moins à consommer mieux. Notre conviction, c'est que le premier vecteur de cette maîtrise de l'énergie, c'est d'avoir un signal prix qui donne, alors envie, c'est peut-être un terme pas tout à fait adapté, mais qui donne justification, une incitation à l'isolation. Quand vous avez un logement, vous avez de l'énergie qui n'est pas assez chère, pourquoi mettriez-vous 20 000 € pour faire des travaux d'isolation ? Le retour sur investissement, vous allez le mettre sur 40 ou 50 ans. Donc vous n'êtes pas incité à le faire. Donc le signal prix, au-delà de permettre les investissements industriels, comme je viens de le dire, c'est à notre sens aussi le vecteur de la maîtrise de l'énergie. Alors, on a bien conscience que la hausse des prix de l'énergie, qui est tendancielle quand on prend la géopolitique énergétique, il faut la faire accepter à la population, et ça vient percuter la question du pouvoir d'achat. Et que donc notre conviction, c'est que le financement, le signal prix, de la maîtrise de l'énergie, qui passe par un prix de l'électricité et du gaz plus élevé, ne pourra être mis en œuvre que si on met en place des dispositifs d'amortisseur social. Donc c'est l'élargissement du tarif de première nécessité, et c'est les tarifs progressifs. Alors il y a des modalités très nombreuses encore à discuter, mais ce sont des premiers pas vers les amortisseurs sociaux qui permettront d'avoir le signal prix d'électricité à la hausse. Deuxième élément, c'est que, comme l'évoquait Jean-Claude, la loi NOM, en fait, a abouti à ce que certains appellent la rente nucléaire, ait été distribuée aux concurrents. Avec un leitmotiv, la concurrence doit être la réponse à toutes les questions. Ça, c'était le logiciel de la Commission européenne jusqu'à pas longtemps, et les gouvernements successifs en France, avec le Parlement, ont transposé des directives européennes. Notre conviction, c'est que plutôt que de donner cette rente nucléaire aux concurrents d'EDF au nom de la concurrence, il faudrait que la rente nucléaire qui mériterait d'être explicitée par la hausse des prix soit utilisée non pour les actionnaires des concurrents d'EDF, pas pour les actionnaires d'EDF, mais elle soit utilisée au-delà de l'investissement sur les outils industriels, soit utilisée pour financer tout ce qui est l'isolation, la MDE. Donc la proposition de la CFE-CGC dans le débat, c'est que l'on puisse créer un fonds de MDE, de maîtrise de la demande de l'électricité, qui soit alimenté par la rente nucléaire qui serait explicitée par la hausse des prix de l'électricité. Donc on a le signal prix qui incite aux travaux d'isolation,
Mais la hausse des prix ne vient pas remplir les poches des actionnaires d'EDF et de ses concurrents privés, mais elle vient à la fois financer les nécessaires investissements industriels, et le delta vient doter ce fonds de MDE, ce qui permettrait d'avoir des ressources pour financer l'isolation. Parce qu'on parle d'efficacité énergétique, mais in fine, la question c'est où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire? Ça peut être l'impôt, mais ça peut être aussi ce fonds MDE. Alors je vais aller très vite. Les réseaux, j'en ai parlé. Notre conviction, c'est que les réseaux sont au cœur de la mutation des systèmes électriques avec l'intégration des énergies renouvelables. Que les réseaux de distribution sont au cœur de l'évolution des usages de l'électricité avec le développement des véhicules électriques, des pompes à chaleur, le développement de la domotique. Je vais donner un exemple, c'est-à-dire que si on veut piloter les usages de l'électricité ou globalement de l'énergie pour qu'on puisse avoir une gestion plus intelligente des usages pour réduire les factures, il faut avoir des outils qui soient pilotables. Alors, c'est peut-être pas forcément la conviction de l'ensemble de la CFE-CGC, je vais donner une conviction personnelle, c'est que l'électricité, à mon sens, permet de piloter intelligemment, au plus fin, et que donc, si on veut réduire les factures, réduire les nombres de kilowattheures consommés, parce que c'est bien ça la question d'efficacité énergétique, l'électricité est probablement un vecteur à utiliser, à préférer, pour ce faire. Électricité qui peut être produite à partir de NR, quel que soit le mix de production. Mais ça nécessite d'avoir des réseaux de distribution qui soient les plus intelligents possibles pour pouvoir piloter au mieux. Et c'est pour ça que notre conviction, c'est que la force d'un opérateur national permet de développer les nouvelles technologies, de développer des filières industrielles et que l'on n'achète pas des produits sur étagère à des industriels étrangers qui font la promotion de leurs outils à des coûts qui peuvent être prohibitifs. Dernier point, transition énergétique et décentralisation, qui est la question politique du moment. Notre conviction, c'est que la transition énergétique doit passer par trouver le juste équilibre, le bon équilibre entre centraliser jacobin et décentraliser girondin. Je m'explique. C'est que si l'on veut développer l'efficacité énergétique, il y a probablement, et ça c'est une conviction, il faut développer des filières industrielles sur le bâti, il faut développer des politiques d'efficacité énergétique, il faut soutenir des filières industrielles ENR adaptées au potentiel de la région X ou Y, et que donc il y a des domaines énergétiques où l'échelon régional est pertinent. Mais nous sommes aussi convaincus qu'il y a des domaines de l'énergie où l'échelon national garde toute sa pertinence, à la fois en termes de filière industrielle et de logique économique. Ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, c'est qu'il y a des cadres économiques en France qui sont nationaux. Des tarifs d'électricité qui sont uniques en France, c'est la péréquation tarifaire. Il y a des tarifs de rachat des NENR qui sont identiques quelle que soit la région, et que donc il y a un certain nombre d'activités où le cadre national nous apparaît le plus pertinent. Donc, ce n'est pas avoir tout décidé au niveau national, mais de transférer à l'échelon décentralisé ce qui est pertinent économiquement et industriellement et socialement au niveau des régions. Donc ça, c'est notre conviction que l'on développera. Et je vais m'arrêter là pour ouvrir le débat. Merci de ces... Merci de ces éléments où il y a à la fois de la conviction, on a bien compris, liée à l'organisation syndicale, et puis du raisonnement économique. Donc, on passe au débat. Ce que je propose, c'est qu'on soit vraiment très court dans les questions, et s'il vous plaît, très court dans les réponses. J'avais fait signe, mais... Bon, j'ai quand même une question. En fait, je faisais signe à cause du store. Non, ma question est qu'il a beaucoup été question d'énergie renouvelable et de leur caractère aléatoire dans le temps. C'est-à-dire quand il y a du vent, quand il y a du soleil, etc. Mais on retient de l'exercice, j'ai l'impression que le marché, il est fermé, c'est le marché des consommateurs finaux. Pourtant, si
on considère que la destination finale des énergies renouvelables n'était pas de produire de l'électricité au moment où d'autres sources plus fiables sont capables de le faire, par exemple sous la forme d'une énergie stockable, par exemple sous la forme d'hydrogène dont le mot n'a pas été prononcé ici, est-ce que on n'aurait pas une solution d'écrêtement de cette énergie? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, tout de suite, oui. Faites passer le micro. C'est difficile pour Brigitte parce qu'il n'y a pas de place. Donc, vous vous présentez si vous voulez bien. Hein. Yves Lenné est un membre du Conseil de développement. Moi, je suis simplement militant CFE-CGC, métallurgie. À vous entendre sur l'alternative énergétique en France, hors nucléaire et hydraulique, les enjeux ne sont pas faciles. Géopolitiquement, il y a le dos dans le gaz. Et puis les énergies renouvelables, alternatives, dites vertes, c'est d'autant plus compliqué en France de développer de telles filières parce que le prix de l'électricité est très bas en France. Donc c'est d'autant plus difficile de mettre en place des énergies qui soient compétitives sur le marché français. Et à vous entendre, vous n'êtes pas très optimiste sur les énergies renouvelables ou alternatives à ce qui existe déjà disponible en France. Ok, il y a encore une question? Oui, Madame Chiron. Merci, bonsoir, Pascal Chiron. Donc, je suis adjointe à la mairie de Nantes, élue vice-présidente en charge de l'énergie et du plan climat. Fort, comme ça va, c'est bon. Sur le menton, carrément. Sur le menton, on y va. Donc, d'abord, je tiens à féliciter l'organisation de ce premier débat avant le lancement de la conférence environnementale. Je crois que c'est effectivement le premier, même dans les régions, vous battez le record. Et puis le nombre de personnes présentes, ça montre bien qu'on aurait dû cette fois-ci demander la grande salle. Ça aurait été intéressant. Remercier aussi le travail qui a été fait, parce qu'effectivement, en tant qu'élue adjointe mairie de Nantes, je l'ai reçu, je l'ai regardé, je l'ai parcouru. Donc je suis contente d'être présente ce soir pour aussi vous rencontrer. Je dois vous avouer que j'ai noté beaucoup de choses, que ça va être peut-être un peu compliqué de poser des questions courtes, mais j'en ai quand même deux rapidement. Mais je voudrais revenir sur quelques points que vous avez évoqués, sur lesquels je suis d'accord. D'autres, évidemment, avec des avis peut-être un peu divergents, mais qui pourront peut-être lancer le débat également, et surtout prolonger ce que disait monsieur sur la question du coût. Et je vais commencer par là. Vous avez dit, évidemment, les sources énergétiques ne doivent plus être pensées séparément, on est bien d'accord. La question du bouquet énergétique, du mix énergétique. Mais là aussi, tout à l'heure, je vous titille un petit peu, puisque vous avez parlé de la difficulté des énergies intermittentes, mais le vent comme le soleil, aujourd'hui, on sait très bien les anticiper, on sait prévoir la météo, etc. Donc on devrait aussi pouvoir anticiper la question de la production énergie alternative mieux que ça aujourd'hui, et de pouvoir justement anticiper l'arrivée de cette nouvelle énergie sur les réseaux. Donc là encore, côté technologie, je vous rejoins monsieur, si on pouvait se donner plus de moyens pour pouvoir renforcer la filière industrielle et surtout de recherche sur ce point-là, je suis bien d'accord. Mais force est de constater, c'est qu'on a quand même du retard par rapport aux autres. Et c'est sur le marché, on a des voisins compétiteurs très en avance. C'est bien parce que chez nous, on a du retard quand même, on peut se le dire. Un autre point sur la question de la transition énergétique. Quand on dit transition énergétique, tout à fait d'accord, mais pour aller où et vers quoi? Donc on a parlé tout à l'heure, vous l'avez dit, des 3x20 par rapport à l'Europe. Donc très bien, au contraire, hein, on est tout à fait d'accord. Moi, je voudrais même pousser un petit peu le bouchon. Je voudrais vous demander votre avis ce soir. Pourquoi on ne parle pas, comme on a parlé de triple A et de notes au pays, eh ben on pourrait parler de triple 20 pour savoir effectivement si le pays s'engage réellement par rapport à ce défi, puisqu'on sait très bien que la question de l'énergie, c'est une question qui nous concerne, nous, habitants, citoyens, parce qu'on a nos factures, et surtout collectivités, régions, États, Europe et bien sûr planète. Donc c'est un défi commun et je crois que là-dessus, on pourrait vraiment se mettre à cette échelle, puisque nos pays et nos économies sont flanqués d'un triple A et lorsqu'on en perd un, c'est la catastrophe. Je crois que sur la question de l'énergie, il serait bon aussi de se mettre à niveau par rapport aux défis. Et puis enfin,
un petit point par rapport au coût. Monsieur, juste avant moi, intervenait par rapport au coût de l'énergie, qui effectivement, vous disiez qu'on bénéficie d'un coût de l'énergie faible en France par rapport à nos voisins. Mais vous avez dit aussi tout à l'heure qu'on a un écart de moins 30% par rapport à la zone euro, c'est ce que j'ai noté, et que la Cour des comptes annonce, elle, que le coût devrait être à 50 €, donc devrait être beaucoup plus élevé. Donc effectivement, là aussi, aujourd'hui, on est face à un paradigme, face à un gros problème, c'est que le tarif est en dessous du coût réel des tarifs de production. On est bien d'accord. Et que si ce tarif était vraiment au coût réel de production, les énergies renouvelables deviendraient du coup compétitives par rapport au coût réel de la production. Donc on est face à un dilemme énorme. Est-ce qu'on réinvestit financièrement encore des sommes très importantes pour prolonger la vie de nos centrales? Et on sait très bien que ça nous coûtera très cher. Ou est-ce qu'on investit dans des filières d'avenir, des filières pour lancer les industries en France, l'industrie en France, conforter nos artisans locaux et installations, puisqu'on sait très bien que le vent et le soleil, on en a quand même aussi tous les jours, et que, hormis tout ça, la première des énergies qui ne polluent pas et qui coûtent la moins, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Ça, c'est une petite phrase qu'on dit régulièrement, mais je ne l'ai pas encore entendue ce soir, donc je me permettais de la dire. Alors, dans mes questions, j'en aurai une très courte derrière, c'est par rapport à ce coût aujourd'hui annoncé, alors que la Cour des comptes annonce plus cher, alors qu'également le rapport du Sénat de la Commission sur le coût réel d'électricité a très bien mis en avant, il a été voté à l'unanimité, a très bien mis en avant que le coût était inférieur. Qu'en est-il et quelle est votre position particulièrement là-dessus? Et puis, pour vous taquiner, vous avez cité l'origine du gaz, de nombreux gaz, et d'origine plutôt sudiste ou plutôt de l'Europe, mais d'où vient aussi l'uranium et l'achat sur certaines mines dans les pays d'Afrique du Sud? Comment ça se passe? C'est pas non plus très carré, ou en tout cas, ce n'était pas dans votre discussion. Voilà, donc juste un point sur le coût. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Merci. Alors, je vais parler du coût et finalement de la parité réseau, ce qui va en partie répondre à la question sur les ENR. Tout d'abord, un point d'histoire sur les prix de l'électricité. Jusque dans les années 90, à peu de choses près, les tarifs de l'électricité que tout Français payait étaient censés couvrir les coûts. En 95 ou 97, une décision a été prise de baisser les prix de l'électricité de 14% en 3 ans, alors que les coûts, eux, ne baissaient pas. Donc, il y a eu deux conséquences. La première, c'est que à partir donc de 95-97, les tarifs ne couvraient plus les coûts. Et que entre 97 et aujourd'hui, les coûts ont augmenté de 40%, ce qui fait que le différentiel aujourd'hui entre les coûts et les prix d'électricité, c'est environ 40%. Ce qui fait qu'effectivement, entre la part énergie du tarif bleu qui est aux environs de 35 € du mégawattheure et les 49,5 qui ont été annoncés par les Cours des comptes, grosso modo, on retrouve les 40%. Donc, ça a une explication qui vient finalement d'une décision politique qui a été prise en 95. Deuxième élément, c'est à partir du moment où l'évolution des tarifs ne suivent pas l'évolution des coûts, les fixations de l'évolution des tarifs ne dépendent plus des coûts, mais de décisions politiques qui ont été successives depuis 97. On a politisé les tarifs pour des raisons X, Y ou Z. Donc, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les tarifs aujourd'hui ne reflètent pas les coûts de l'électricité. Donc, nous, ce que nous défendons, c'est qu'à minima, les tarifs correspondent aux coûts. Alors on va vous rejoindre sur le point qui vient derrière, c'est si on avait effectivement des prix d'électricité, la part énergie à 50 € et pas à 35, effectivement, on arrive plus facilement à la parité réseau, c'est-à-dire au moment où l'ENR devient compétitive par rapport à un parc de production centralisé. Et que, ce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment développé, notre conviction, alors là, c'est pas du tout ce que pensent les autres organisations syndicales, mais on l'assume, c'est que si on veut développer les ENR selon une logique économique et industrielle d'éléments d'un mix de production de tout producteur d'électricité, il faut que les ENR trouvent naturellement leur place économique dans le mix de production, et pour ça, il faut que les prix d'électricité aient augmenté pour couvrir à minima les coûts du parc historique, et évoluent voire au-delà pour arriver à la parité réseau. Donc, le vecteur qui est le prix d'électricité, c'est à la fois une nécessité pour couvrir les coûts, c'est ce que le rapport de César disait,
Mais c'est aussi une nécessité pour que les ENR se développent selon des réelles logiques industrielles et économiques, et pas selon des logiques d'incitation fiscale. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas des filières industrielles, et in fine, c'est les consommateurs qui payent des subventions. Donc, oui, à avoir des prix d'électricité qui augmentent, oui, pour rejoindre la parité réseau, mais avec, bien évidemment, des dispositifs d'amortisseur social permettant, pour les populations précaires, d'avoir un accompagnement permettant de supporter la hausse des prix de l'électricité. Et c'est en ce sens que notre conviction, on est auditionné demain à l'Assemblée nationale par François Brottes, c'est que la logique des tarifs progressifs, d'ailleurs ce ne sont pas des tarifs puisque c'est un dispositif paratarifaire, bonus-malus, ça va dans le bon sens. Donc on soutient la logique des tarifs progressifs. Voilà, ça c'est pour répondre à la question des tarifs, des coûts et finalement de la parité réseau. C'est-à-dire que demain, alors il y a un autre élément, c'est que quand on compare, il faut comparer parc de production neuf. Si on compare le parc de production existant, nucléaire existant, à 50 € du mégawattheure, il ne faut pas le comparer avec une éolienne neuve. Pourquoi ? Parce que quand un investisseur producteur d'électricité va faire le choix entre je construis un parc éolien ou une nouvelle centrale nucléaire ou un cycle combiné à gaz, il prend les coûts de développement d'un nouveau outil de production. Et là, il va comparer, alors je vais être un peu provocateur, il va comparer le coût de l'EPR à un parc éolien terrestre, à un parc éolien offshore, à une ferme solaire ou un cycle combiné à gaz, et il fera le choix en fonction du meilleur équilibre économique. Donc effectivement, je vais prendre par exemple des chiffres britanniques. C'est le coût du nucléaire neuf en Grande-Bretagne, peu ou prou, va arriver au coût de développement de l'éolien terrestre. Et on voit que dans la structure du mix de production de demain, toutes les énergies qui sont arrivées à maturité technologique, donc l'éolien terrestre, le nucléaire, l'hydraulique, le gaz, vont trouver naturellement leur place. Et ça pose la question effectivement de quelle filière ENR il faut développer, quelle filière ENR aujourd'hui est d'ores et déjà compétitive dans un mix de production normal. Notre conviction, c'est que l'éolien terrestre, avec tous les gains de productivité qui ont été faits depuis 10 ans, trouvent naturellement leur place dans le mix de production et trouveront demain naturellement encore plus leur place. Ça, c'était pour répondre un peu sur la question de parité. Par contre, éolien offshore, à 180 € du mégawattheure, alors que Flamanville sort à 65-70 et que l'éolien est à 80 terrestre. Là, effectivement, il y a besoin de subventions et in fine, c'est le consommateur qui paye. Et après, c'est des choix de politique. Alexandre, oui, il y a, derrière la question d'Yves Lenné, il y a la question du stockage. Alors, si tu peux faire assez court, parce que je crois qu'il y a d'autres... Stockage, il peut y avoir stockage effectivement à partir d'hydrogène. Là, je prends une autre casquette, je travaille sur un développement de stockage en pied d'ENR en Champagne-Ardenne, parce que j'ai une activité professionnelle. Aujourd'hui, les technologies ne sont pas encore matures en termes de stockage, et stockage de forte puissance. Parce que quand on a une éolienne toute seule, la puissance peut être modeste. Mais quand on a un parc éolien, qui est généralement au même endroit, le vent tourne, effectivement, toutes les éoliennes vont tourner en même temps. Et si on veut développer un stockage qui soit pertinent par rapport à cette ferme, ce parc éolien, il faut des stockages de forte puissance. Et aujourd'hui, technologiquement, les gaps n'ont pas été franchis. Alors ça pose effectivement la question de quelle filière industrielle la France ou les régions veulent soutenir, et ça pose la question de politique de recherche. Alors moi, c'est une conviction, alors là c'est un avis personnel, une conviction personnelle. Oui, le stockage de l'électricité en pied d'éolienne va avoir son importance pour justement lisser l'intermittence. Mais pour répondre à la question sur l'intermittence de Madame l'adjointe au maire, c'est que la question de l'intermittence, c'est une question... Alors, certes, on peut prévoir météorologiquement quand est-ce que le vent va arriver, à quelle force. On peut donc prévoir. Mais néanmoins, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Même si on l'a prévu. Et que donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand il n'y a pas de vent, il faut qu'il y ait un moyen de substitution tant que le stockage n'aura pas été développé pour permettre au stockage d'injecter sur le réseau lorsqu'il n'y a pas de vent. Avec la puissance correspondant au parc éolien. Donc toute la question, c'est quelle puissance pour le stockage. Mais dimensionnement, voilà.
Mais néanmoins, je reviens sur l'intermittence, c'est que lorsqu'il n'y a pas de vent, il faut quand même qu'il y ait d'électricité. Et que donc, il faut un moyen de production, de substitution lorsque le vent ne tourne pas. Et donc, il faut qu'il y ait un espace économique pour que quelqu'un décide de construire cette centrale au gaz. Et si c'est pas rentable, naturellement, faut subventionner. Et aujourd'hui, c'est la question de fond qui est posée sur le marché français et le marché européen. C'est la question de market design, c'est comment on incite quelqu'un à mettre une centrale au gaz qui va fonctionner 2000 heures parce qu'on a de l'éolien qui se développe fortement et qui donc réduit l'espace économique de la centrale, naturel de la centrale au gaz. Ça, c'est la question qui est aujourd'hui posée et tant qu'on avait peu d'ENR, la question ne se posait pas, mais avec les ENR qui se développent, cette question commence à devenir prégnante. Surtout une centrale qui fera le yo-yo. C'est une centrale qui fera le yo-yo, qui ne pourra pas produire en continu, qui sera obligée de suivre la demande et la production intermittente. C'était pour répondre voilà. à votre série de 3 questions. Moi, j'ai une question autour de la question de l'acceptabilité. Alors, j'ai bien compris que vous souhaitez envoyer un signal prix fort. Que pensez-vous de la capacité des citoyens à recevoir ce signal prix? Quel est votre point de vue sur l'acceptabilité potentielle? Sur le même volet de l'acceptabilité, le développement des ENR pose aussi un autre problème d'acceptabilité, celui de phénomène NIMBY, etc., que tout le monde connaît bien. Alors j'aimerais aussi connaître votre point de vue là-dessus, sur cette nécessaire révolution des mentalités. Oui, Elisabeth Demort, une question. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend là? Il faut bien coller le micro. Oui, pourtant. Mais je crois qu'il est déchargé. On vous entend. Ah oui. Oui, j'avais une question sur quelle part représente le chauffage domestique, je ne parle pas du tout de production de chaleur industrielle, dans la consommation électrique finale en France. Est-ce qu'elle explique partiellement la différence de consommation par habitant et par an entre l'Allemagne et la France, par exemple? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez comme réflexion sur ce sujet-là, sur la transition du chauffage électrique, souvent en plus dans des bâtiments pas très bien isolés, souvent aussi pour des populations un peu précaires parfois, vers d'autres modes de chauffage qui permettraient peut-être de résoudre en partie les questions qu'on a évoquées précédemment, si le pourcentage est élevé? Alors, je vais peut-être répondre tout de suite sur le chauffage élec, et après sur la question de l'acceptabilité en termes de pouvoir d'achat. Chauffage électrique, parce que ça c'est effectivement un vrai sujet de débat clivant et ancien. Alors, effectivement, les grille-pains des années 70-80, c'était ubuesque. Pour ça, dont acte. Mais le monde a changé. C'est-à-dire que, effectivement, dans les logements neufs, avant qu'on ait la réglementation thermique 2012, les chauffages électriques qui ont été installés dans les années 90 et 2000 ont, pour la plupart, l'ont été dans des logements plutôt mieux isolés que la moyenne. Mais on a un stock de grille-pains. Ça, c'est vrai. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment on va inciter les gens qui sont dans des logements avec des grille-pains des années 80 à faire une conversion, soit vers des chauffages électriques plus modernes, mais avec de l'isolation, soit à changer d'énergie. Mais votre question initiale n'était pas chauffage électrique en tant que tel, bien ou mal, c'était la part des usages chauffage dans la consommation d'électricité. Effectivement, l'image d'Épinal, c'est de dire quand on est chauffé à l'électricité, on a des factures d'électricité qui s'envolent à cause du chauffage. C'est en partie vrai. Mais ces 10 dernières années, il y a 10 ans, il y avait 10 usages de l'électricité par maison. Aujourd'hui, c'est 27. Les dernières études démontrent qu'on utilise l'électricité pour 27 usages différents. Il ne vous a pas échappé que depuis 10 ans, il y a des iTab, des BlackBerry, des portables, un écran plasma, 2 écrans plasma. En fait, depuis 10 ans, l'évolution du nombre de kilowattheures par foyer est structurellement liée à l'augmentation des usages de l'électricité qui sont du confort électroménager, du confort NTIC, nouvelle technologie d'information. Je vais juste un peu provoque. Vous avez pour certains une Livebox ou une B-Box, une Dartybox, 3 petits points. Vous savez combien ça consomme? Oui, ça consomme beaucoup. Ces petites bêtes consomment l'équivalent d'un frigo américain.
Mais vous l'avez 24 heures sur 24, c'est-à-dire quand vous éteignez votre ordinateur, vous ne débranchez pas la Livebox, surtout si vous avez le téléphone avec votre forfait. Et ça, effectivement, quand on parle de l'évolution du nombre de kilowattheures consommés par logement, on fait le raccourci chauffage élec. C'est vrai que le chauffage élec, c'est une vraie question. Est-ce que c'est le plus pertinent ? Et ça, chacun aura son avis sur la question. Mais il ne faut pas oublier tous les usages de l'électricité qui ne sont pas chauffage dans le débat. Alors maintenant, sur l'Allemagne. Effectivement, un ménage allemand consomme moins d'électricité qu'un ménage français quand il est chauffé, parce que là, on a développé plus de chauffage élec en France, donc effectivement rapporté à la moyenne, un logement français consomme plus de 2500 kWh. Oui, mais faut faire la somme de l'électricité, du gaz et du fioul. Parce que si on compare un logement qui n'est pas chauffé à l'élec en Allemagne, mais qui consomme beaucoup de gaz, et un logement qui est chauffé à l'élec en France, mais qui consomme de ce fait pas de gaz, la comparaison n'est pas tout à fait judicieuse. Donc effectivement, structurellement, il y a plus d'électricité consommée en France parce que les usages ont été plus élec en termes thermiques, mais il faut mettre toute l'équation énergétique du logement sur la table. Quand on a une boucle d'eau chaude dans un logement, quand vous dites gaz, fuel en Allemagne, par exemple, on sait que le mode de chauffage qu'on a au bout de la boucle peut être amené à changer, à évoluer avec le temps, sans changement structurel de la boucle. Quand on est en chauffage électrique, comme vous l'avez dit justement préalablement, ça nécessite quand même un changement d'équipement. Ouais, je vais donner mon cas personnel. Je suis chauffé à l'électricité, mais avec un plancher chauffant avec de l'eau. Donc j'ai une chaudière électrique qui chauffe l'eau. Donc demain, si je veux mettre une pompe à chaleur, je fais la conversion sans problème. Si je veux mettre une chaudière gaz, j'irai voir GRDF pour avoir le gaz et je ferai que la conversion de chaudière. Mais effectivement, c'est une réflexion qu'on doit avoir effectivement à l'installation du mode de chauffage. Il y avait une autre question, oui, sur l'axe. Mais très, très isolé. Alors, sur l'acceptabilité des tarifs. Alors, on fait court. On fait court. Effectivement, question. On a bien conscience que une hausse très sensible et très rapide des prix de l'électricité, c'est politiquement impraticable. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que les prix de l'électricité soient structurellement à la hausse. Et la question que nous mettons sur la table, et qui est d'ailleurs une question que les pouvoirs publics ou les administrations ont sur la table, c'est comment on arrive à avoir une trajectoire d'évolution des prix de l'électricité qui permettent d'atteindre l'objectif de financement des outils industriels, qui permettent d'atteindre l'objectif du signal prix pour la MDE, mais qui soit progressif pour être acceptable. Donc toute la question, c'est la trajectoire et la pente de l'évolution des prix de l'électricité. 2% par an, 4% par an. Si on fait un saut à 10%, c'est juste impraticable. Ça, on en a bien conscience. Maintenant, sur les ENR, c'est ce que j'ai évoqué en Allemagne, pas en parlant des parcs éoliens, mais effectivement, il faut des lignes de transport. Et personne n'est prêt à accepter les lignes de transport. Donc l'idée était séduisante, mais la mise en œuvre pratique et opérationnelle, économique, industrielle et d'acceptabilité des ouvrages, c'est beaucoup plus compliqué. Et la question qui est aujourd'hui posée en Allemagne, c'est au-delà de l'intention et des décisions qui ont été prises après Fukushima, après je ne juge pas de la décision qui a été prise, c'est que aujourd'hui, les industriels disent « Est-ce que je suis prêt à accepter l'électricité 50% plus chère demain qu'aujourd'hui ?» Ça pose la question de la compétitivité de l'industrie allemande. Et c'est toutes des questions qui arrivent sur la table aujourd'hui parce qu'on ne se les a pas posées avant la décision. Nous, notre propos, c'est de dire « Mettons toutes les questions économiques, industrielles, d'acceptabilité des ouvrages, de tenue du système électrique sur la table maintenant pour qu'on puisse faire les bons choix par un débat qui aura été complet. » Ok, oui. Ensuite. Jean-Pierre Payon. Oui, s'il vous plaît. Oui, j'avais une ou deux remarques. Premièrement, votre exposé était très intéressant, mais dans l'histoire quand même de l'évolution des choses, en particulier pour EDF, il y a eu des rapports nombreux, j'en ai lu un là dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, où on voit que quand même, une des responsabilités d'EDF, c'est l'installation généralisée de l'électricité dans les logements. Et ça, oui, là vous dites maintenant, on a des meilleures choses, etc. C'est vrai, mais quand même pendant 20, 30 ans, on nous a tout installé en système électrique
Et tout ceci pour rentabiliser effectivement la production massive d'énergie nucléaire à cette époque-là. Les rapports sont très clairs. Alors là-dessus, c'est quand même un gros problème, parce que quand on va en Allemagne, effectivement, au niveau des logements, premièrement, on les a mieux isolés, et en Allemagne, il fait un peu plus froid qu'en France. Et donc, on a eu quelques problèmes aussi avec l'électricité. Alors ça, c'est une première chose. Dans la responsabilité passée, il ne faut pas quand même aller trop vite dans l'oubli de ce phénomène-là. Ça a eu des intérêts, vous les avez montrés au niveau de l'indépendance, etc. Et deuxièmement, la question quand même dans l'intégration du coût sur celui de l'entretien, du démantèlement éventuel de ces centrales nucléaires. Il faut quand même l'intégrer, tout ceci. Or, ça a été complètement sous-évalué. Il y a des rapports qui l'ont parfaitement montré, sans parler du risque nucléaire, où là, on nous a dit, pas de problème, il n'y a aucun problème, etc. Pourrez vous ressortir les papiers. Moi, je ne suis pas anti-nucléaire, je suis justement pour une évolution polyvalente. On voit très bien qu'on ne peut pas tout mettre en énergie renouvelable. Mais je crois que là-dessus, c'est un peu quand même rapide d'exonérer. Alors, je sais bien que là-dessus, vous travaillez dans Jean-Pierre, je crois qu'on a compris la question. Tout de même. Et surtout qu'il y a quand même un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, mais ça pondère un petit peu votre exposé. Je vais peut-être répondre directement. Oui, alors tout de suite, et puis après... Alors, très rapidement, d'abord, sur le passé. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, le choix de développer un parc nucléaire important a été fait par les pouvoirs publics français pour une raison, choc pétrolier. Et donc, septembre 73, ça a commencé. La décision de développer un parc nucléaire avec un effet flotte, c'était Pierre Messmer, 73. Donc c'est le choc pétrolier. Donc il y a une décision de dire, comme je veux réduire le charbon, je veux moins dépendre d'un pétrole qui dépend de pétromonarchie, je développe un parc nucléaire. Et effectivement, ça a amené à une politique publique, effectivement menée par EDF, de promotion des usages thermiques de l'électricité. Donc le chauffage électrique est effectivement une conséquence d'un choix de politique énergétique. Alors, effectivement, certains disent que c'est les nucléocrates d'EDF qui ont décidé pour... Bon, chacun peut avoir un avis sur la question. Là, moi je dis, c'est un choix de politique de dire on veut moins dépendre du charbon et du pétrole qui vient de l'étranger, donc on développe du nucléaire. Donc on développe un peu plus fortement les usages de l'électricité et donc les usages thermiques. Je prends l'équation dans ce sens-là. L'Allemagne n'a pas fait ce choix-là. Bon, il a fait un peu de nucléaire, mais la dépendance au gaz russe est une réalité qui va s'approfondir. Et le développement d'un parc charbon, soi-disant propre, mais avec du charbon et du lignite, bon, c'est un choix de politique énergétique. Est-ce qu'on veut redévelopper des centrales à charbon comme les Allemands vont le faire ces 10 prochaines années ? Ça peut être un choix. Mais est-ce que vous êtes prêts à avoir des centrales à charbon qui sont reconstruites en France ? C'est une question, sachant que le charbon est importé. Alors que les Allemands, eux, ils n'importaient pas, c'est de la lignite qui vient de l'ex-Allemagne de l'Est. Alors pour la question, toujours chauffage électrique, il ne faut pas oublier un point, ça s'est passé en 82, ça s'est passé cet hiver, c'est le chauffage d'appoint. Quand vous avez un gestionnaire de chauffage urbain qui décide, parce que les prix du gaz sont très élevés, qui fait moins 10, moins 15, il ne va pas augmenter la consigne de chauffage dans les bars HLM ou dans les immeubles collectifs privés. Et donc, les gens vont avoir du 16 degrés, du 15 degrés chez eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chez Darty, acheter des grille-pains à 20 €. Alors, effectivement, ce sont des grille-pains de très mauvaise qualité qui tirent un max sur les réseaux électriques. Alors, c'est pour ça que parfois, le gestionnaire de réseau, il a dans des quartiers qui, normalement, sont chauffés au gaz, des réseaux électriques qui fondent parce qu'ils n'ont pas été dimensionnés pour du chauffage électrique, on va dire, installé à demeure. Donc, effectivement... L'électricité, ça peut être aussi un chauffage d'appoint. Et quand on critique le chauffage électrique, il faut peut-être faire la séparation entre les chauffages d'appoint et les chauffages qui sont dans des bâtiments isolés. Et les choses ont progressé. Alors, il nous reste 10 minutes. Comme d'habitude, on termine à 20h. Donc, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Une remarque et peut-être une question. Alors, Denis Larazet, association Alizé, pour ceux qui ne savent pas ce que fait Alizé, entre autres,
Alizé anime les espaces info énergie des Pays de la Loire. Certains espaces info, pas tous bien entendu. Donc sur les ambitions que vous nous avez exposées aujourd'hui, j'ai assez peu perçu celle de la lutte contre le réchauffement climatique. J'ai eu du mal à apercevoir dans le livre blanc les sujets qui pouvaient s'y rapporter, et notamment les données qui pouvaient nous permettre de penser que dans votre schéma de transition énergétique, comme transition avec des guillemets, je dis bien, j'ai pas trop vu cet aspect-là. Par contre, j'ai aussi, en conclusion, j'ai été agréablement surpris de voir que vous parliez de sobriété, mais malheureusement que dans la conclusion. Alors effectivement, les scénarios de transition énergétique qui sont conçus sur le plan national, pour parler que de cela, mais il y en a d'autres à l'international, ils prennent en compte cette dimension-là. Et notamment le fameux scénario négawatt que vous connaissez, que vous citez dans votre ouvrage. Et il tient énormément compte justement des progrès que l'on peut faire en matière de sobriété énergétique. Donc on est sur un facteur très élevé, très fort de la transition présentée par ce scénario. On est aussi, comme vous, très axé sur l'efficacité, effectivement, aux deux bouts de la chaîne, l'efficacité à la production et l'efficacité sur les outils de consommation, sur les appareils de consommation. Donc, on prend ce facteur en compte donc, sur ces deux aspects-là. Et c'est ces leviers-là qui sont essentiels. Après, effectivement, il va falloir peser ces scénarios à leur efficacité, à lutter contre le changement climatique et à la raréfaction des ressources, et notamment, entre autres, de celle du gaz. Alors, il est aussi beaucoup question dans vos ambitions d'électricité. Mais il faut aussi savoir, vous le savez aussi, que la part d'énergie carbonée que l'on consomme sur le plan national est quand même énorme par rapport à l'électricité. Je crois savoir que la part d'électricité finale consommée sur le plan national est de l'ordre de maximum, je pense, 20%. Donc le levier majeur sur lequel il va falloir agir pour aller vers des alternatives durables, avec un D majuscule, c'est effectivement aussi se pencher sur ce qui se passe côté carbone, côté pétrole, gaz et transformation du pétrole pour tous les usages qu'on en fait actuellement. Voilà. Merci, c'est plutôt un commentaire. C'est un commentaire, effectivement, Merci. Sur l'aspect transition. Oui, Yves Robin pour le Conseil de développement. Moi, il y a une question. Là, le gouvernement a dit la filière automobile est en crise, on va faire de la voiture électrique. Et c'est ça qui me... Comment il n'y a pas une contradiction, pensez-vous, par rapport à produire il faudra produire de l'électricité pour les véhicules. Et alors, voilà, mon interrogation. Alors, véhicule électrique, je ne dirais pas véhicule électrique. Globalement, les transports électriques. Quand vous avez un moteur thermique pour un camion, pour un bus, c'est un moteur thermique. Donc lui, il produit du CO2, il utilise des énergies fossiles, qui soient effectivement fuel ou éventuellement gaz GPL ou GNV, gaz naturel véhicule. Par contre, l'électricité, alors certes, tout le monde, il y en a qui disent le nucléaire, c'est un CO2, il y a du CO2 pour le construire, il y a du CO2 pour le démanteler, il y a du CO2 pour acheminer, pour extraire l'uranium. Bon, toujours est-il que prenons le cas de l'hydraulique et ENR. On va éluder la question du nucléaire. Mais si on a la capacité de produire de l'électricité avec de l'hydraulique et des ENR couplés à du stockage qu'on aura développé avec des réseaux intelligents permettant de piloter l'intermittence, là on produit de l'électricité décarbonée et complètement renouvelable. Et donc, ma conviction personnelle, mais le développement de véhicules électriques, c'est à terme utiliser, au-delà de la question du nucléaire, ces moyens de production d'électricité complètement décarbonés et renouvelables. Et là, on a des véhicules qui ne produisent pas de CO2. Après, hier soir, j'étais avec un député européen vert qui me disait, oui, mais les batteries, que ce soit en pied d'éolienne ou des véhicules, pour les produire, c'est des métaux rares, c'est polluant. Donc après, on arrive à la quadrature du cercle. Et finalement, ça pose la question de fond, c'est est-ce qu'il faut encore se déplacer ? Et la vraie question qu'il y a derrière, c'est l'étalement urbain, l'architecture urbanistique. Oui, mais le vélo, il faut que l'ensemble des populations acceptent d'arrêter de vouloir aller en périurbain avec un lotissement et dans un village éloigné et viennent tous en centre-ville. Après, ça repose toute la question de l'architecture des villes. Donc, la question de l'énergie, la question du bâti. Si le bâti est dense, il y a moins de déperdition.
Et donc, il y a moins d'énergie consommée dans le bâti. Si le bâti est dense, il y a des transports en commun qui peuvent être électriques. On peut utiliser le vélo et on n'a plus besoin de moteur thermique. Mais les choix énergétiques, les choix de transport sont intimement liés au choix d'architecture urbanistique et l'aménagement du territoire. Juste un petit complément pour dans les projets de entre guillemets réseau intelligent, il y a une piste actuellement qui est explorée par ERDF, qui est d'utiliser les batteries électriques des futurs véhicules comme stockage. C'est-à-dire que le distributeur tirera sur la batterie pendant l'heure de pointe et rechargera la batterie pendant l'heure creuse. Mais au bénéfice, au moyen d'un contrat favorable aux propriétaires. Donc si on faisait la somme de l'ensemble des batteries qui seraient à ce moment-là connectées, ça pourrait constituer et répondre en partie à la question du stockage. Mais quand la voiture est arrivée à 20h à la maison, elle a rechargé, elle ne va pas recharger tout de suite, elle peut encore décharger un peu, et c'est effectivement, elle est utilisée au moment de la pointe, et elle est rechargée entre 23h et 6h du matin. Alors, une question, deux questions, ça va être les deux dernières, si vous voulez bien. Bien. Francis Boulanger, il s'avère que j'interviens à titre personnel, mais je travaille dans l'environnement EDF et les énergies renouvelables. Je voulais attirer attention sur le fait que je trouve que vous êtes un peu dur sur les filières énergies renouvelables, dans la mesure où il me semble qu'il y a l'échelle temps qui est importante. Et quand on développe une nouvelle filière, il faut développer ces nouvelles filières avec un objectif à moyen, mais souvent long terme et très long terme. Donc que ce soit pour le solaire ou l'éolien offshore, je crois que ces filières-là, elles démarrent, elles ont un potentiel pour être nettement plus performantes, et je crois qu'il faut leur donner cette chance d'avoir cette échelle de temps. Et à ce sujet, je salue le débat, les débats d'ailleurs, votre débat, le débat au niveau de la région qui s'annonce au niveau national, parce qu'on voit qu'on a besoin de s'inscrire dans une échelle de durée de long terme, et que pour cela, je pense qu'il y a un certain nombre de choix politiques qui dépassent tous les clivages de tous les syndicats et de toutes les chapelles politiques pour s'inscrire dans la durée. Je pense sur l'efficacité énergétique, je pense sur un mix énergétique beaucoup plus diversifié qu'il ne l'a été dans les années 70 et 80. Et je crois que là-dessus, il faut donner cette chance et cette échelle de temps. Et puis, je voulais aussi rappeler que, notamment, l'électricité est aussi un produit taxé, fortement taxé, et avec une redistribution pour les territoires et les collectivités locales. On l'oublie aussi. Et peut-être que, du coup, on pourrait aussi utiliser ou élargir ces assiettes pour une cause qui pourrait être commune à tous, c'est-à-dire l'efficacité énergétique. Et peut-être une priorité, il y a un programme national qui est en train de se développer là depuis 1 an qui s'appelle Habiter mieux, qui mobilise les acteurs énergétiques, les collectivités, pour que ceux qui ont des revenus faibles puissent diminuer leur consommation en faisant des travaux d'économie d'énergie dans leur logement. Et je crois que ces programmes-là, on devrait être beaucoup plus ambitieux là-dessus, quoi. Voilà. Oui. Francis, juste une réponse rapide. Effectivement, je voulais poser cette question sur les filières et je salue, entre autres, j'ai participé à une réunion de la T2E, Association Technique Énergie Environnement, qui se tenait à l'École des Mines, et qui présentait le livre blanc des syndicats des énergies renouvelables, et avec agréablement surpris par la participation. Alors par exemple dans l'Ouest, on a un grand industriel qui s'est lancé là-dedans, c'est MPO, qui était un leader de la fabrication des CD depuis le début des années 80. Et donc effectivement, il y a une véritable filière française qui démarre. Et j'ai trouvé leur livre très riche. Évidemment, on apprend des uns et des autres. Hein, voilà. Alors, encore une question. Bonsoir, un citoyen usager. Alors, vous avez dit que le kilowattheure n'était pas commercialisé à son juste prix. Alors, une question très simple, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut donc, et qui finance à ce moment-là les investissements et les techniques de recherche, comme pour les gaz de schiste à ce moment-là. Bon, alors, la question est simple, donc je vais répondre très simplement. Voilà, je prends un peu ma casquette d'administrateur parce que d'EDF, est-ce qu'aujourd'hui EDF a relancé ses investissements industriels dans son parc de production, dans ses réseaux depuis 3-4 ans.
bien que les tarifs ne le permettent pas. Aujourd'hui, EDF creuse sa dette de 3 milliards par an. Donc il s'endette de 3 milliards par an pour faire ses investissements quand bien même les tarifs ne lui offrent pas les sources de financement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, EDF n'hésite pas à dire que l'équation économique France, aujourd'hui, n'est pas tenable. Sachant qu'en plus, ça va reprendre la question tout à l'heure de la CSPE, les charges du service public de l'électricité, c'est que le financement du tarif de première nécessité, le financement des dom-tom, parce qu'ils payent le même prix d'électricité que nous, quand bien même ça coûte beaucoup plus cher, donc il y a une compensation. Plus tout le soutien aux ENR, tous ces tarifs de rachat, c'est une CSPE avec des recettes qui sont bien inférieures au coût. Et le delta, le trou, le déficit, c'est EDF qui aujourd'hui 4 milliards qu'il supporte. Donc EDF supporte 4 milliards de dettes, plus les investissements industriels. Donc on voit que la question du niveau des tarifs, de la parité réseau, du financement des outils industriels et simplement de la pertinence économique pose la question de l'évolution des tarifs. Aujourd'hui, qui fixe ces tarifs ? Ce sont les pouvoirs publics. Donc effectivement, c'est l'État régulateur qui décide de l'évolution des tarifs, mais doit intégrer toutes ces composantes-là. Et puis en complément, il faut savoir que la majorité des entreprises du CAC 40 aujourd'hui tirent le 3/4 de leurs bénéfices à l'étranger. Et EDF, c'est la même chose. D'une année sur l'autre, il y a quand même une grosse part de bénéfices qui est tirée par l'étranger et qui est réinvestie aussi en France. Voilà, on va arrêter. Évidemment, on n'est pas sur des conclusions à l'issue de ce débat-là. Je voudrais simplement indiquer qu'avec Bernard Lemoux, qui est président de la T2E dans la région Ouest, mais qui est aussi impliqué dans la chaire humain du développement durable à l'école des mines, le Conseil de développement a choisi de travailler sur cette question de la transition énergétique. Donc on sera amené avec lui à faire des réunions sur ces questions de la transition énergétique dans le futur. Donc c'est évidemment pas une seule réunion de débat autour de l'énergie, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais demander à Pierre Biche de peut-être amorcer une conclusion à l'issue de cette première soirée en tout cas. Et j'aurai un petit mot à dire après. Ça va être, je vais vous proposer une conclusion et une relance. Alors au passage, j'aurais aimé vous entendre, mais c'est trop tard, sur la façon dont vous avez pris en compte ou pas pris en compte des hypothèses d'évolution du prix des énergies à l'échelle mondiale. Pour moi, le grand phénomène énergétique mondial actuellement, c'est la boulimie de la Chine, notamment dans ce domaine-là et dans d'autres, qui va bouleverser les données, à mon avis, sous quelques années. Mais enfin bon, voilà, c'est un petit peu trop tard peut-être pour répondre à cette question-là. Je crois que le public qui avait ce soir montre que les questions d'énergie sont toujours des questions brûlantes et que ça dénote une évidente inquiétude. Moi, j'ajouterais là-dessus que toutes nos convictions, quelles qu'elles soient, sont fragiles dans ce domaine-là. Quelles qu'elles soient. On va insister là-dessus. Voilà. Et à partir de là, moi, je regarde un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est dit ici, et il y a une vérité que je voudrais rappeler, c'est finalement qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est que nous demandons, l'État, les énergéticiens demandent à chacun d'entre nous de devenir et producteur et consommateur d'énergie. Quand j'isole ma maison, je suis producteur de négawatts, pour reprendre ton expression de tout à l'heure. Voilà. Et je crois que ça, c'est une évolution qui est très très importante. Voilà. Et ça conduit à des changements de système, à des changements de structure qu'on est tout juste en train de déflorer avec les fameuses smart grid. Pardon, moi je suis de l'ancienne dénomination. Voilà. Et je me disais, mais si, au lieu de parler de réseau de distribution d'énergie, on parlait de réseau de régulation de l'énergie, ça change un petit peu la façon dont on imagine les choses. Et puis, une troisième petite remarque, si on généralisait, si on rendait obligatoire d'une certaine façon, pour chaque point de consommation d'énergie, d'avoir une double approche, d'avoir une approche réseau et une approche stock en même temps.
ça aussi, je pense que ce serait de nature à modifier assez considérablement la. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous faire? Je suis en train finalement de vous inviter à venir le 21 novembre à la prochaine séquence, hein, où en définitive on essaiera moi j'espère, hein, je vais vous faire sous forme d'un petit peu de provocation, on essaiera d'alimenter une formule avec laquelle vous serez tous d'accord, qui que vous soyez. La question de l'énergie est une question beaucoup trop importante pour la laisser aux seuls énergéticiens. Voilà. Hein. Alors donc au 21. Hein. Alors, avant de vous laisser partir, je voudrais simplement partir sans partir tout de suite, puisque nos amis de la CFE-CGC nous ont proposé un petit pot. Donc vous avez un petit pot à l'extérieur. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais rappeler qu'on a finalisé nos travaux concernant le projet de territoire 2030, pour lequel le président de la communauté urbaine nous avait sollicité. Donc vous avez vu cet ouvrage final qui a été qui est distribué largement maintenant par le Conseil. Si vous ne l'avez pas, mais n'hésitez pas à le réclamer. Cet ouvrage-là va faire l'objet d'une présentation et d'un débat qui aura lieu le 27, je ne vais pas dire de bêtises, voilà, le 27 septembre, au lieu du 19. Dans l'agenda que vous aviez reçu, le débat qui était prévu avec la communauté urbaine était prévu le 19. Il est reporté au 27 septembre. Et notamment parce que M. Rimbert, notre nouveau maire, et M. Retière, le nouveau président de la communauté urbaine de Nantes, ont souhaité venir spécialement nous rencontrer pour entendre nos propositions et débattre avec nous. Donc voilà, soyez nombreux le 27 septembre pour cette rencontre avec le maire de Nantes et le président de la communauté urbaine autour de nos propositions pour le projet de territoire à 2030. Voilà, merci de votre attention ce soir. Merci à nos intervenants de la CFE-CGC.